Mon copain n'arrêtait pas de m'accuser de tromperie et a commencé à dire qu'il me tuerait si jamais je le faisais. J'ai donc posté sur internet et tout le monde a dit que j'étais en danger. J'ai donc dû m'enfuir avec l'aide de la police et tout abandonner. Moi, 25 ans, et mon copain Georges, 28 ans, sommes ensemble depuis longtemps. Il va me demander en mariage cet été, après mon diplôme. Je suis retourné à l'université pour un deuxième diplôme. Nous préparons notre mariage et notre lune de miel, nous concevons notre future maison et nous parlons de l'enfant que nous voulons avoir un jour. Je pense qu'on peut dire que c'est sérieux entre nous et que nous sommes profondément amoureux. Cependant, les choses n'ont pas été aussi faciles pour nous par le passé. Notre anxiété combinée nous a causé beaucoup de chagrin. Je lutte encore contre le fait d'avoir été abandonné et livré à moi-même étant enfant, et il lutte contre des peurs profondes liées aux abus passés de son père, de son frère et de son ex-femme, qui étaient tous violents mentalement et physiquement. Comprenez que Georges est si gentil et aimant. Il fait de son mieux pour m'aider et m'encourager par tous les moyens possibles. Et il est clair pour moi qu'il veut que je réussisse et que je sois heureuse. Mais avec Georges, c'est comme une peau de chacal. Parfois, j'ai du mal à croire que mon merveilleux petit ami ait pu changer de partenaire aussi rapidement. Quand il a demandé un contrat de mariage, j'ai compris que son ex lui avait volé tout ce qu'il possédait et l'avait laissé sans abri pendant des mois. Quand il devient nerveux et renfermé face à mon stress, je comprends. Son père était violent dès qu'il se passait quelque chose de stressant. Et c'est peut-être juste mon anxiété, mais les choses commencent à devenir précaires pour moi. Environ une fois toutes les 2 semaines, il me demande si je le trompe. Son ex l'a trompé plusieurs fois. Parfois, il me demande simplement « Tu me trompes ?» Et j'ai été patiente, car je comprends ce que l'anxiété peut engendrer. Je veille à toujours lui montrer à qui j'envoie des SMS et des Snapchats. Et je le laisse répondre à mes SMS dès qu'il entend la tonalité et consulter mon historique d'appels. D'autres fois, ça devient plus sérieux. Il y a quelques mois, il m'annonce qu'il sait que je triche parce qu'il a trouvé à la poubelle un sac à emporter contenant les restes d'un dîner pour 2 dans un restaurant où il n'était jamais allé. Je lui fais remarquer que c'était la semaine précédente, quand j'étais allé au café retrouver ma sœur, et que j'avais laissé les restes périmés et les avais jetés. Mais ce n'est qu'après lui avoir montré une photo Instagram du repas et une photo de ma sœur et moi au même endroit qu'il me croit. Une autre fois, il dit qu'il sait. Il utilise ce mot. Je triche parce qu'il a vu une photo sur Meetme de moi et de mes sous-vêtements chez quelqu'un d'autre. Je lui demande de me montrer la photo, et il me dit qu'elle a déjà été supprimée et admet que c'était juste des épaules jusqu'en bas. Je l'invite à regarder chaque sous-vêtement que je possède pour voir s'il me dit quelque chose. Il a admis après avoir cherché que la femme portait un soutien-gorge noir et il s'est souvenu que je n'en avais pas parce que j'aime les chemises blanches et qu'on les voit toujours en dessous. Après s'être souvenu, il s'est calmé. Cette dernière fois, c'était la plus grave. J'étais stressé à cause des partiels la semaine dernière, et j'ai étudié sans arrêt à la bibliothèque. J'étudie toujours au même endroit, près d'une fenêtre, et il est venu m'apporter à manger et m'aider à réviser. Quand je suis stressé, je peux devenir assez renfermé, surtout quand j'ai beaucoup à faire. J'ai remarqué qu'il était de plus en plus nerveux, ce qui s'est aggravé, me disais-je, lorsque j'ai renversé de l'eau de ma table de nuit et que j'ai crié à tue-tête. Je n'arrêtais pas de répéter que ça n'avait rien à voir avec lui. Rien ne lui était adressé. Il n'était même pas dans la pièce à ce moment-là, mais il m'a accusé de déverser mon stress sur lui. Après ça, il est devenu extrêmement renfermé et lunatique. Le lendemain, alors que je préparais des cartons pour les envoyer à mes parents, j'entends soudain de la musique à plein volume dans la cuisine. Je trouve Georges et eux en train de préparer le dîner, comme on le fait toujours ensemble. Je suis de bonne humeur et j'essaie de le rejoindre, mais il ne me laisse pas faire. Il n'arrête pas de me dire que je dois arrêter d'être impoli avec lui. Je me suis excusé pour tous les torts qu'il m'a reprochés, mais il a maintenu qu'il était juste las de mon comportement. Et dans mon esprit, j'avais l'impression qu'il s'accrochait délibérément à ses torts passés. Ça finit par dégénérer en une dispute assez violente où je lui crie dessus qu'il me fait vivre un enfer en plus de tout mon stress, et il me traite de stupide. Je lui réponds en le traitant de enfantin. Il court acheter des cigues au coin de la rue, et je pars aussi, et je retourne à la bibliothèque. J'y reste jusqu'à 2 heures du matin à étudier. En rentrant, la première chose que je remarque, c'est que la vitrine est brisée. Ça me fout une trouille bleue. Georges a déjà jeté et cassé des choses, jamais sur moi, jamais sur mes affaires. J'avais peur de son humeur. Je rentre et il m'attend encore éveillé. Je ne lui dis rien.
Il est très tard. Je suis fatigué et j'ai un examen demain matin, alors je prends une douche pour m'endormir. J'enfile mon pyjama et prépare un lit sur le canapé, car je ne veux pas être près de lui. Alors que je m'installe, il entre et me demande pourquoi il y a des poils frais sur ma culotte. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Il me montre ma culotte, et c'est tellement ridicule, car il sait que j'ai une mycose ces derniers jours, qui provoque des pertes blanches et nécessite un traitement blanchâtre. Ce n'est clairement pas des poils, mais il est persuadé que c'en est une. Alors on se dispute. J'évoque la mycose et il semble comprendre que j'ai raison, car il abandonne immédiatement la discussion et me dit que je lui ai manqué de respect la semaine dernière et qu'il ne le tolérera plus. Je lui demande comment je lui manque de respect. Il me rappelle que je ne l'ai pas raccompagné à la bibliothèque les fois où il m'y a rejoint. Je lui fais remarquer qu'il doit toujours partir avant que j'ai fini d'étudier, alors je veux rester et continuer à étudier, et je trouve ça raisonnable. Il dit que je suis ingrate de lui apporter à manger et des fiches à la bibliothèque. Je dis que je me souviens l'avoir remercié et il finit par admettre qu'il se raccroche à n'importe quoi, mais qu'il se sent effectivement méprisé. Je dis que c'est son anxiété et je lui demande de bien vouloir en prendre conscience. J'essaie de lui rappeler que nous sommes les meilleurs amis du monde, que nous nous aimons et que je ne ferai jamais rien qui puisse lui faire du mal, mais il me dit d'un ton sarcastique d'aller en parler à mon thérapeute. Il ne croit pas à la thérapie. Il n'arrête pas de crier jusqu'à ce que je me cache sous les couvertures, me bouche les oreilles et me mette à pleurer. Puis il hurle que je ne suis pas une victime et me laisse enfin tranquille. Mais mon anxiété me tient éveillé toute la nuit, et je rate un de mes contrôles le lendemain, tellement je suis fatigué et mes yeux sont livides à force de pleurer. L'après-midi suivant, on se parle à nouveau. Il admet qu'il savait qu'il n'y avait pas de peigne sur ma culotte, car il est passé plusieurs fois devant la bibliothèque et m'a vu réviser à la fenêtre où j'étudie toujours. J'étais très nerveuse, car j'ai réalisé que même avec la preuve irréfutable de ses propres yeux que je n'avais rien fait de mal, il a quand même continué à m'accuser. Récemment, on a regardé Horn ensemble, et j'ai mentionné que je trouvais irréaliste que mon meilleur ami soit devenu psychopathe du jour au lendemain. Je pensais que, vu qu'il le connaissait depuis toujours, il y avait des signes indiquant qu'il était fou, et ses amis auraient eu une intuition. George a dit qu'il n'était pas surpris. Il a dit qu'il pensait que n'importe qui pouvait craquer et devenir violeur meurtrier du jour au lendemain, et que les gens pouvaient cacher leurs véritables intentions, même s'ils pensaient les connaître. Il a évoqué la fois où sa belle-sœur, mariée à son frère violent, a tenté de l'étrangler sans raison apparente. Je sais qu'il se méfie de tout le monde, alors je comprends pourquoi il a dit ça, mais ça m'a quand même fait peur. Ces derniers jours ont été si difficiles pour moi. J'ai déjà la nausée. J'ai évoqué ce qu'il avait dit à propos des cornes et je lui ai demandé, en plaisantant à moitié, s'il allait me tuer. Il a répondu que non, mais qu'il s'imaginait parfois me frapper au visage. Je lui ai dit que j'y pensais aussi parfois, mais que je ne le ferais jamais, et qu'il ne devrait jamais le faire non plus, car je partirais. Il a ri et a dit qu'il ne le ferait pas. Et je pense que la conversation est close. Sauf qu'il a soudain dit, si tu me trompais, je pense que je serais assez en colère pour essayer de te tuer et j'y arriverais probablement. Je lui ai répondu, je serais probablement assez en colère pour le tuer s'il me trompait, mais je ne lui ferais pas de mal. Il n'a pas vraiment de réponse à cela. Hier, il l'a répété. J'ai raconté comment une de mes amies et son mari actuel ont vécu célibataires pendant toute leur période de fiançailles, 1 an. Il a répondu nonchalamment, ça a l'air horrible. Je pense que si je devais rester plus de 2 semaines sans SGS, je paniquerais probablement et je te tuerais. Ça m'a retourné l'estomac, parce que c'était la 2e fois en 2 jours. Je lui ai dit quelque chose comme, tu sais, je ne pourrais pas avoir de rapport sexuel pendant environ 6 semaines après mon accouchement, non? Même si c'est une césarienne, parce que je dois me remettre de l'opération. Il ne dit rien et ça me fait flipper. Alors, je l'insiste, tu le sais, non? Et il a dit, eh bien, ça va être dur. Les choses me dérapent. Je sais que je n'ai pas toujours les idées claires à cause de mon père, mais je ne suis pas content de la tournure que prennent les choses. J'ai envie de lui dire de ne plus m'accuser de tromperie, que je lui ai largement fait mes preuves, qu'on ne peut plus se disputer comme ça, et qu'il doit arrêter de parler de me tuer, parce que même s'il plaisante, ça me donne la nausée. Mais maintenant, j'ai un peu peur que si je me dispute à ce sujet, il pense que je le trompe et essaie de le cacher. De plus, j'ai peur que si je ne peux pas justifier chaque minute passée loin de moi, comme si des caméras me suivaient partout, un jour, si mon téléphone tombe en panne, si je suis coincé dans les embouteillages ou si un collègue me salue de manière inappropriée contre mon gré,
Georges croira que je le trompe et risque de me tuer. Mise à jour, ces derniers jours ont été très difficiles dans l'ensemble. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'étais bien trop occupé à conduire, à bouger, à planifier, à courir, à prendre des décisions, à pleurer et à faire semblant d'être normal. Mes biens matériels se sont réduits à ce que je pouvais mettre dans mon vieux sac de sport. Mes chiens sont tellement traumatisés que l'un d'eux me mordit de peur et pleure dès que je ne suis pas en contact direct avec lui. Et l'autre crache des déchets toxiques par les deux bouts. Et je ne suis tout simplement plus la personne que j'étais, physiquement et mentalement. Jamais je n'aurais cru finir là. Tout m'a été arraché. Et c'est comme si je me réveillais dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais je suis vivant et cela annule toutes mes plaintes inutiles. La semaine dernière, je suis rentré de l'hôpital après une très mauvaise gastro-entérite, que j'ai prise pour une grippe. Je me suis effondré sur le canapé pour transpirer. J'avais très mal, mais je me traînais quand même jusqu'au magasin pour acheter du soda au gingembre et des boissons énergisantes, car je ne voulais pas demander à Georges de le faire pour moi. J'ai compris qu'il fallait que je l'apaise par tous les moyens jusqu'à ce que je trouve un plan, car les réponses sur Reddit m'ont effrayé et j'ai décidé de m'éloigner. Dès mon retour à la maison, Georges m'a servi un verre de jus d'orange et m'a dit de boire jusqu'à en vomir. Je lui ai expliqué les prescriptions du médecin, mais il a insisté sur le fait que boire suffisamment de jus d'orange me ferait vomir ou me donnerait la diarrhée, ce qui nettoierait mon organisme et éliminerait les toxines. Aussi désagréable que cela puisse paraître, car j'étais vraiment faible et étourdi, j'ai décidé d'essayer le jus d'orange. Ça n'a fait que brûler ma gorge irritée et ça n'a pas apaisé mon estomac. J'ai donc arrêté d'en boire et j'ai commencé à boire du soda au gingembre. Ça l'a vraiment agacé et il a insisté pour que je boive du jus d'orange. Je lui ai dit que ça me brûlait la gorge et il a répondu, « Eh bien, ta gorge va te brûler de toute façon. » Aucune idée de ce que ça voulait dire. Il m'a ensuite demandé où était mon téléphone. Apparemment, il voulait mettre de la musique. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve, mais alors qu'il lance une enquête approfondie, je me souviens que j'avais ouvert mon message sur l'application « Reddit is fun », mais j'avais une légère fièvre et je ne me souvenais plus si je l'avais fermé. Plusieurs personnes m'avaient prévenu de ce qui pourrait arriver s'ils voyaient mon message. Et tous ces avertissements me sont revenus à l'esprit. J'ai déjà vécu des situations assez intenses, mais je n'ai jamais ressenti une telle terreur que celle d'être allongé là, à attendre que mon petit ami psychopathe trouve mon téléphone et découvre ce que j'avais écrit. J'ai pensé essayer de le trouver avant qu'il ne le trouve ou essayer de le dissuader de regarder, mais je savais qu'il se méfierait si je sursautais à la mention de mon téléphone. En fait, j'ai réalisé que si je réagissais, il serait suffisamment méfiant pour chercher jusqu'à trouver quelque chose d'incriminant. Et peu importait que je dissimule mes traces. Finalement, il se contenterait d'une raison de s'énerver. Alors, j'ai dû rester allongé là, à faire semblant de ne pas paniquer, pendant qu'il fouillait dans mon sac à main, mon sac à dos, puis ma voiture à 2 reprises. Finalement, il a appelé mon téléphone, mais il n'a pas sonné. Je me suis souvenu que je l'avais mis en mode vibreur chez le médecin. J'ai cru être sauvé pendant 5 secondes, mais il a éteint le purificateur d'air bruyant. Un silence absolu s'est installé, puis il a rappelé et j'ai entendu mon téléphone vibrer. Il l'a trouvé dans la poche de ma veste et, je le jure, je n'ai jamais rien vu de plus beau que mon minuscule écran d'accueil vide reflété dans ses lunettes. Il a mis de la musique et s'est enfermé dans la salle informatique. Au bout d'1 heure environ, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, il faisait encore nuit et il était assis en face de moi, en train de boire une bière. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est qu'apparemment ses parents donnaient tous ses objets d'enfance. Je suppose qu'il a appelé pendant que je dormais. Je lui ai dit que j'étais désolé d'apprendre ça. Je vois qu'il est de très mauvaise humeur, mais je suis suffisamment malade et effrayé pour m'en moquer sur le moment. J'ai juste envie de me rendormir. Il me répète de boire du jus d'orange. Je lui explique à nouveau que ça brûle et que ça n'est pas aussi bon pour l'estomac que le soda au gingembre. Et il dit quelque chose comme, parfois, j'ai l'impression que les gens refusent de faire les choses exprès parce que je le leur demande. Je devrais peut-être dire aux gens de faire le contraire de ce que je veux pour qu'ils fassent quelque chose de bien pour eux-mêmes. Et j'ai vraiment peur de lui parce que je ne sais pas ce qu'il va me faire. Alors j'ai bu du jus d'orange et j'ai essayé de vomir, et c'était la pire douleur que j'ai ressentie depuis longtemps. J'avais l'impression qu'on me poignardait au sternum. J'ai pleuré un peu et j'ai eu un de ces mini-évanouissements qu'on a quand on se lève trop vite le matin. Georges était là pendant que je me débattais dans le bain. Et à un moment, il a posé sa main sur mon épaule pour me demander si j'allais bien, mais il n'est pas resté là à attendre que je retrouve mon calme.
Il a quitté la salle de bain et quand je l'ai retrouvé, il était sur l'ordinateur à regarder des vidéos. Il ne m'a rien dit du reste de la nuit. Et quand je lui ai souhaité bonne nuit, je n'ai pas répondu. Je décide de me lever tôt et d'aller directement chez mon thérapeute. Je ne veux plus jamais ressentir cette peur ni ce sentiment d'impuissance, surtout si j'ai fermé une application stupide sur mon téléphone. Dès que le centre est ouvert, je vais chez mon thérapeute pour une consultation de crise sans rendez-vous et je lui raconte tout. Il confirme que le comportement de Georges est inquiétant. Je lui dis que j'ai peur et que j'ai besoin d'aide, et il me met en contact avec un service d'aide aux victimes de violences conjugales, apparemment mis en place par l'université. Je déteste que tous ces mots s'appliquent désormais à moi, et même en écrivant ces lignes, je ne pense toujours pas qu'ils soient exacts. Je ne me sens pas victime de violences conjugales, mais je suppose que je l'en suis. Les 24 heures qui ont suivi ma rencontre avec mon thérapeute ont été les plus douloureuses, sauf lundi, quand j'ai dû abandonner mes chiens. La police a été appelée et je savais qu'il n'y avait absolument aucun retour en arrière possible, car Georges détestait la police et il ne me pardonnerait jamais d'avoir raconté ça à mon thérapeute. Croyez-moi. Que ce soit ou non, je ne voulais pas compliquer la vie de Georges. J'ai passé une grande partie des 4 dernières années à tout faire pour lui faciliter la vie. Je ne voulais ni le blesser ni le punir. Tout ce que je voulais, c'était m'en tirer avec le moins d'impact possible, disparaître complètement et ne plus avoir de contact, tout oublier et ne plus avoir à gérer la situation. Du coup, la dernière chose que je souhaitais, c'était l'intervention de la police, à cause de la panique incroyable que cela provoquerait. Mais le système des victimes de violences conjugales fonctionnait en tandem avec les forces de l'ordre, et j'ai compris que je n'avais pas les idées claires. J'ai donc fait un acte de foi considérable et j'ai fait confiance à un professionnel qualifié pour faire son travail correctement. J'ai été vraiment surprise lorsqu'une femme au visage bienveillant, vêtue d'un chemisier rose, est entrée dans le bureau de mon thérapeute 20 minutes plus tard, s'est présentée comme une avocate pour les victimes de violences conjugales, a écouté mon histoire SAB avec bienveillance et sans jugement, et a commencé à m'escorter partout pendant les heures qui ont suivi. Elle portait une arme à la ceinture et était une policière expérimentée, je me suis donc senti aussi en sécurité que possible pour quelqu'un comme moi. Je ne pouvais pas ressentir grand-chose, compte tenu de ce que je faisais. La gentillesse dont mon avocate m'a témoigné dépassait de loin tout ce qu'un inconnu avait pu exprimer envers moi. Elle m'a donné une barre chocolatée qu'elle avait visiblement achetée plus tôt, m'a offert son déjeuner, m'a préparé un sac à emporter avec des bouteilles d'eau et une boîte de nourriture pour mes chiots, et m'a dit sincèrement qu'elle aurait aimé pouvoir me réconforter lorsqu'elle et 3 autres agents sont entrés avec moi dans mon appartement et celui de Georges pour la dernière fois. Je lui ai simplement dit que je comprenais. Je ne pouvais rien dire, c'était vraiment pénible. Mais j'étais contente qu'elle soit là. J'ai jeté des vêtements, quelques photos, des papiers, ma brosse à dents de voyage et mon chargeur de téléphone dans un sac et j'ai pleuré plus hystériquement que je ne l'aurais cru pour une personne saine d'esprit. C'était très gênant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pour une personne extérieure au cerveau normal qui ne comprend pas exactement ce que c'est que d'être à ma place, j'ai probablement semblé très faible, pathétique et stupide. Mais pour moi, me retrouver sortir ne me semblait pas forcément une bonne chose. C'était un désastre. Je saccageais ma propre maison. Georges était tout pour moi et tout dans mon corps me disait que je détruisais le seul véritable amour que je connaîtrais jamais et que je trahissais mon meilleur ami sans raison. Surtout quand j'ai vu un mot sur le frigo qu'il m'avait laissé avec un marqueur effaçable à sec. Les chiens ont fait caca ce matin. Ils ont tous les deux été nourris et Pouk a reçu ses médicaments. Passe une bonne journée, chérie. Je t'aime. J'aurais vraiment aimé faire mes bagages plus intelligemment. Qui oublie d'emporter des chaussettes? Mais il y avait 3 grands policiers intimidants qui m'attendaient dans mon salon. Et la dame de la défense des victimes m'a conseillé de me dépêcher parce que nous ne voulions pas que Georges arrive et voie ça. C'était très pénible. J'ai dû laisser derrière moi tellement de choses. Je sais que ce ne sont que des déchets sans valeur, mais c'était ma maison. Des choses que j'avais choisies et que j'avais depuis des années. Le PC de jeu que j'avais construit moi-même, les jouets de mon chien, mes plantes qui poussaient si vite. Ma vaisselle préférée à motif de tournesol, la magnifique bibliothèque en bois que mon père m'avait fabriquée dans son atelier après le lycée. Mes vieux livres Harry Potter aux oreilles de chien, dont certains me sont restés tout petits. La couette à pois que ma sœur m'a léguée après son mariage. Mes vieilles cartes d'anniversaire et de Noël. Tout ça me donnait l'impression d'être une personne dont la vie comptait. Mais elle ne rentrait pas dans mon sac, alors j'ai dû la laisser. Et je ne pense pas la revoir. Mais ce n'est pas la fin du monde.
Je vais continuer à accumuler beaucoup d'autres bricoles inutiles à l'avenir. Si j'étais resté, je n'aurais pas pu, et mes bricoles n'auraient fait aucun bien à mon corps. Les chiens n'étaient pas contents de tous ces étrangers dans la maison, ni de mon apparente dépression nerveuse, et ils ont immédiatement commencé à perdre la tête. J'ai réussi tant bien que mal à les faire monter, eux et moi, dans ma voiture, puis je suis retourné au commissariat pour discuter des options. J'ai repoussé le moment d'appeler ma famille parce que je ne voulais pas que ce soit réel, mais je me suis dit qu'une fois que Georges se rendrait compte qu'une partie de moi avait disparu, ça deviendrait très réel, que je me sente prête ou non. L'appel n'était pas si mal. J'ai toujours pu tout dire à mon père sans être jugé ni ignoré, même si je ne lui avais pas parlé depuis un moment. Lui et ma mère étaient partis en camping, mais quand je lui ai dit que la situation allait mal et que je ne me sentais pas en sécurité, aucun autre détail n'a été mentionné. Il m'a invité à les rejoindre. C'était à des centaines de kilomètres, au milieu de nulle part, mais ça me semblait parfait à ce moment-là. Personne ne pouvait me trouver. Je serais totalement en sécurité, au moins pendant quelques jours. Alors, j'ai quitté la ville. Après environ 3 heures de route, les appels et les SMS ont commencé à arriver. J'ai demandé à l'avocate ce que je devais faire si Georges essayait de me contacter, car pour lui, c'était complètement inattendu et il allait probablement appeler la police et déposer une plainte pour disparition si je ne le faisais pas. Je suis rentré à la maison ce soir-là. Elle m'a donné quelques phrases toutes faites que j'ai mises dans un court texto. Il disait en gros que je ne me sentais pas en sécurité pour le moment. Je voulais de l'espace et je ne voulais pas qu'il me recontactait. Je le contacterai quand je serai prête. Puis, j'ai été stupide et j'ai lu la avalanche de messages tristes que j'ai reçus en réponse à cela. Et puis, j'ai été encore plus stupide et, plutôt que de le bloquer, j'ai répondu à l'un de ses nombreux appels suivants. C'était rapide. Il avait l'air effrayé et le cœur brisé, et je me suis senti mal pour lui, car je savais qu'il ne comprendrait jamais. Il a dit qu'il faisait une crise de panique. Il ne comprenait pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai fait que t'aimer et prendre soin de toi. On était censé se fiancer. Je l'ai coupé et lui ai dit que je ne me sentais pas en sécurité. Je ne voulais pas qu'il me recontactât. Je ne pouvais pas l'aider. Son comportement était instable et il devait être hospitalisé. Il m'a demandé si c'était lié au mensonge de mon thérapeute. J'ai dit non, mais il a dit quelque chose comme « J'ai besoin de parler à ce gars. Il doit rester en dehors de ma relation. Il s'en prend à mon fiancé. » Puis il m'a demandé si j'avais arrêté mes anxiolytiques. Mais je n'ai pas répondu et je n'ai pas entendu la suite de ses propos, car je lui ai répété fermement tous les points que j'avais déjà évoqués, puis j'ai raccroché et je l'ai bloqué. J'ai ensuite appelé mon thérapeute pour le prévenir qu'il était peut-être en danger. La police est intervenue à nouveau et, 5 minutes plus tard, lorsque Georges a lancé un appel menaçant au centre, tout l'établissement a été bouclé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ni ce qu'il a dit, mais je pense que mon thérapeute a dû se faire escorter par un policier chez lui et Georges a reçu l'ordre de ne me contacter ni le centre, sauf s'il voulait être arrêté. J'ai donc mis en danger tout un bâtiment rempli de personnes formidables qui n'avaient fait que m'aider et qui ont privé d'autres de leur séance de thérapie ce jour-là. Et si quelqu'un d'autre avait été en crise et avait besoin d'aide? Encore une chose à laquelle je pense en m'endormant le soir. Mes parents ne sont pas tactiles, mais mon père m'a laissé le serrer dans ses bras. Et pleurer sur son épaule pendant une trentaine de secondes, puis faire comme si de rien n'était. Il a effacé mon ordinateur portable et mon téléphone pour éviter les enregistreurs de frappe tout en plaisantant avec moi sur les chiens à l'école et d'autres choses sans rapport, ce qui est sa façon de gérer les problèmes. Pour être honnête, ça marche très bien la plupart du temps. Il n'aime pas parler de problèmes personnels. En général, ça le met mal à l'aise, alors je lui ai épargné une conversation sur ce qui s'était passé. Il savait que j'étais en sécurité et que j'avais besoin d'aide, et c'est tout ce qu'il voulait. Ma mère était extrêmement compatissante envers Georges. Elle l'a toujours apprécié et elle m'a dit un jour qu'il me rendait normal. Quand j'ai mentionné une fois que je le trouvais contrôlant, elle m'a dit que je ne devais pas le repousser, car il était vraiment gentil et bon pour moi, et que son comportement contrôlant n'était pas un problème en soi. Pour être honnête, je n'attendais pas grand-chose d'elle. C'était la femme qui m'avait abandonné dans des voitures garées et dans les maisons vides de ses amis pour aller travailler, qu'elle aime visiblement plus que sa famille, au point d'être extrêmement malsain. À l'époque, mon père travaillait toute la nuit et dormait le jour, et n'a changé de travail qu'au début de mon adolescence. De plus, c'est d'elle que viennent des trésors comme « les tampons sont pour les filles mal élevées et non vierges ».
Remarque, ma mère est une athée, alors pourquoi pas? Et écrire est un hobby, pas un travail. Ne perds pas ton temps à étudier ça. Et je n'ai jamais été surpris que ta sœur ait plus d'amis que toi. À ma sœur, elle disait toujours que j'étais plus jolie et plus mince, donc personne ne gagnait. Elle a grandi dans un pays du tiers-monde extrêmement pauvre, est devenue orpheline à 10 ans et a passé la majeure partie de son adolescence et du début de sa vingtaine mariée à un LS Angel qui a tenté de la poignarder lorsqu'elle est finalement partie. Il y a donc d'énormes différences culturelles, linguistiques et émotionnelles entre nous. Je l'aime et je l'apprécie, mais j'essaie généralement de ne pas suivre ses conseils. Malgré tout, j'ai été vraiment blessé par toute cette conversation. Elle n'arrêtait pas de mentionner l'intelligence et la gentillesse de Georges, demandant un compte rendu détaillé de ce qui se passait réellement. Elle suggérait que je m'étais trompé, essayait de démêler ses délires, souhaitait pouvoir l'aider, se sentait désolée pour lui et se demandait si elle pouvait lui parler, peut-être le convaincre d'aller à l'hôpital. Je lui ai expliqué à maintes reprises que nous ne pouvions pas l'aider, car il ne croyait pas qu'il y avait un problème. Et même s'il suivait un traitement, je n'allais pas risquer d'y retourner. Elle voulait vraiment que je reste à ses côtés et que je le soutienne dans ces moments difficiles. Elle m'a dit, « Je suis contente que tu n'aies pas été tué. » Littéralement, c'est tout. Il fallait que je reprenne ma vie. On m'avait prévenu que l'endroit où ils me mettaient n'acceptait pas les animaux. Mes parents étaient occupés et ne pouvaient pas prendre mes chiens, alors j'ai fini par me demander si je pouvais me permettre de les garder en chenil jusqu'à la fin de mes études ou si ce serait plus facile pour eux de leur trouver un nouveau foyer. Je suis suffisamment égoïste pour ne pas envisager de les reloger longtemps. Je ne voulais pas perdre mes chiens. Je pourrais tout perdre, mais si je les perdais, je mourrais. C'étaient mes bébés. Ils dormaient dans mon lit avant que Georges ne les mette à la porte. Et ils étaient les seuls que je pouvais câliner et pleurer pendant tout ce cauchemar. Ils étaient mon plus grand soutien émotionnel. Alors, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé Sarah, une amie que je connais depuis quelques années maintenant. Je n'ai pas très bien gardé contact, car avec Georges, c'est plus facile d'avoir le moins de relations possible pour éviter que quelqu'un m'envoie trop de SMS ou ne mentionne quoi que ce soit qui pourrait le rendre suspect. Elle était contente d'avoir de mes nouvelles. Je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui pourrait garder mes chiens un jour ou deux, le temps que je trouve où les garder. Elle a appelé une amie à elle qui a accepté. Puis elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai pensé à mentir, mais je me suis dit que je lui devais la vérité, ou du moins une partie. Je lui ai dit que tout était vraiment flou pour le moment et que je devrais la mettre au courant plus tard. Ma colocataire n'a presque pas été prévenue que quelqu'un allait emménager. Mon avocat a agi très vite et voulait que je me tire de là au plus vite. Du coup, le temps que ma colocataire la prenne, j'avais déjà vidé tous mes déchets dans son espace personnel. J'ai collé un doigt d'honneur et un petit mot amical sur la porte de sa chambre, et j'ai bien l'intention de la convaincre de ne pas s'énerver plus tard en laissant de l'alcool dans le frigo et en lui disant qu'elle est la bienvenue. Elle est elle-même sortie de la ville en ce moment, donc je ne l'ai pas encore rencontrée, mais elle a l'air sympa. J'ai vu des manières Game of Thrones sur le frigo, donc voilà une petite brise-glace. J'ai ensuite changé quelques petites choses pour me sentir plus en sécurité en me promenant dans la rue. Il n'y a aucune chance que Georges sache où je suis ni comment me trouver, mais quand même. J'espère que ce pistolet piégé ne se déclenchera pas au hasard dans ma poche. J'ai réussi à trouver un chenil qui me convient. Ils avaient des parcs herbeux avec des bassins peu profonds et des fontaines, et ils offraient aux chiens des activités ludiques et des lits moelleux. Sans blague, cet endroit a l'air mieux que certaines garderies que j'ai vues. C'était astronomiquement cher, mais je me suis dit que si je devais utiliser mon argent de poche pour les mauvais jours, ce serait pour atténuer le traumatisme permanent que mes chiens subissaient. Quand je suis allé enregistrer mes chiens dans leur nouveau foyer temporaire, j'ai découvert que la fille que Sarah m'avait recommandée avait dû se lever au milieu de la nuit pour sortir l'un d'eux plusieurs fois. Vomissements et diarrhée partout, ce qui m'a fait un mal de chien. Je lui ai imposé $30 et j'ai fait livrer des fleurs en guise d'excuse sincère pour l'enfer que je lui avais fait subir. Puis j'ai abandonné mes chiens. Je les vois encore pendant la journée, mais ça m'a brisé le cœur de les laisser partir. Sarah m'a retrouvé plus tard et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Comme mes parents, elle n'est vraiment pas tactile, donc pas de pleurs, pas de câlins, ni rien de ce genre. Elle m'a donné parce que j'étais avec Georges. Mec, je savais que c'était un psychopathe. J'allais te gronder avant parce que tu pleurais tout le temps à cause de lui, mais je me suis dit que tu étais une adulte et que tu avais ton en ordre. Zut. Et puis elle a ajouté que j'aurais dû l'appeler plus tôt et qu'elle aimait les changements que j'avais apportés à mon apparence jusqu'à présent,
mais que je devrais éviter de porter des couleurs vives à partir de maintenant. Elle enlève sa veste sombre et me la donne sur le champ. Puis elle continue à décrire en quoi ma situation ressemblait exactement à celle de JLL dans le film 9 de 2002, me lit le synopsis complet sur Wikipédia et prévoit qu'on se bourre la gueule et qu'on le regarde ensemble. Je lui ai dit que j'avais décidé d'éviter l'alcool pour le moment, car je suis déjà au bord de la dépression, mais j'ai dit que je viendrais quand même et que j'apporterais des boules de pop-corn. À part son agacement envers moi pour mes mauvaises décisions, je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure amie. Pendant un petit moment, au moins, elle m'a fait me sentir humain. Plus tard dans la soirée, mon père m'a informé que Georges l'avait laissé, lui et ma mère, un message menaçant sur leur ligne d'affaires publique. La seule façon dont je peux penser qu'il a obtenu ce numéro était de googler leur nom. J'ai immédiatement pris les mesures nécessaires pour déposer une ordonnance d'interdiction. La seule raison pour laquelle j'écris ceci est parce que je ne sais pas comment donner un sens à ma vie en ce moment, sauf pour l'écrire. Et plus important encore, je n'ai vraiment personne d'autre à qui parler. Quand j'étais enfant, je ferais beaucoup de journalistes pour m'aider à passer des moments difficiles. Je pense que c'est la même chose. Que parfois le journal dit encourageant les choses en retour. Et je ne vais pas mentir, je pourrais utiliser des encouragements. Donc, je vais juste jeter tout cela de manière anonyme ici. Et peut-être que cela me donnera une sorte de fermeture. Peut-être pas. Je n'ai rien d'autre à faire parce que je ne peux pas supporter de quitter cette pièce maintenant. De plus, je pense que je dois à un tas d'étrangers d'Internet de vous remercier correctement et de vous faire savoir ce qui s'est passé. Certains d'entre vous semblent vraiment bouleversés par ma situation, et certains ont pris une assez grande partie de leur temps pour m'écrire. Alors, merci. Vraiment, du fond du cœur, merci. Parce que je suis une vraie fille derrière ces mots. J'aime coudre mes propres robes et regarder des documentaires de David Attenborough et perdre des heures de ma vie sur les jeux PC. J'aime le jardinage et les livres fantastiques. J'ai lutté par la dépression grave et le GAD et les troubles de l'alimentation qui m'ont laissé très faible, mais très reconnaissant pour ma vie. Donc, je croyais que je suis une vraie respiration qui est très naïve et très vulnérable et vous, des gens aléatoires, vous avez sauvé la vie. Honnêtement, je ne viens jamais ici pour regarder des captures d'écran des personnes âgées qui ont du mal à utiliser Facebook. Je pensais qu'Internet était plein d'adolescents de Machavian qui me diraient probablement comment j'ai sonné. Merci vraiment à tous ceux qui ont répondu à mon post et à tous ceux qui m'ont envoyé un PM. Je me suis assis et j'ai lu chacune d'entre elles plusieurs fois. Je les ai religées quand je commence à avoir l'impression d'avoir réagi de manière excessive, comme peut-être que je suis fou. Je les ai relues quand je commence à penser à jamais me réconcilier avec Georges ou à me sentir coupable de ce que j'ai fait. J'ai imprimé mon message d'origine et chaque commentaire que j'ai reçu. Oui, même vous dans Danger Girl et je les ai mis dans mon journal et je continue de les regarder. Même si aucun de vous ne me connaissait vraiment, vous vous en souciez. Et certains d'entre vous se souciaient beaucoup. Vous m'avez offert vos histoires ou quelqu'un à qui parler ou un endroit où séjourner, un livre, un numéro de téléphone à appeler. La plupart d'entre vous étaient plus préoccupés par moi que ma mère parce que j'étais sérieusement en danger. J'étais. Il y avait des choses que je n'aurais jamais pensé être affectées par mon être avec Georges. Mes chiens, mes biens, la sécurité des gens autour de moi. J'étais assez seul pour me mettre dans cette position. Et je veux vraiment vivre, donc je me rends compte que je dois aussi changer. Il y a beaucoup de travail à faire. Peut-être que Georges n'est pas un mauvais gars, mais je vais arrêter de le décrire comme une personne merveilleuse. Je ne crois pas que les gens soient bons ou mauvais, mais ce qu'ils faisaient était définitivement mauvais. Plus je regarde en arrière, plus je réalisais à quel point je laisse des choses à ma vie et à mon corps que je n'aurais pas dû tolérer. Et l'absolu que j'ai enduré m'a fait commencer lentement à l'admettre. Je ne peux pas expliquer mes raisons de rester avec lui si longtemps parce qu'ils ne sont pas logiques. Il a passé des années à s'appuyer lentement sur certaines des choses qu'il a faites, et il était facile de lui pardonner après chaque incident apparemment petit parce que je n'ai pas regardé la vue d'ensemble, et je pensais que j'étais amoureux. Georges est un homme très intelligent, magnifique, drôle, inspirant, ambitieux et charmant, le genre d'homme que je croyais pleinement hors de ma ligue. Il est souvent très réfléchi, et nous avons cliqué dans un niveau que je n'avais jamais connu auparavant. Il fait du travail de charité dans la communauté, a créé des méthodes pour améliorer le monde de manière concrète, à la fois écologique et sociale, principalement concernant les sans-abri, car il a été sans-abri pendant un certain temps, et il se penchait en arrière pour aider un ami dans le besoin. Le SEG était incroyable quand je le voulais. En surface, il était parfait. Être avec lui m'a souvent donné des papillons.
Mais il est malade et il est malade d'une manière que je ne peux pas réparer. Au fil des ans, j'ai perdu la capacité de comprendre ce qui allait bien et ce qui ne l'était pas. J'ai combattu en cours de route. Je suis même parti de temps en temps, mais il m'a toujours attiré. Il m'a fait me sentir spécial et aimé. Il a dit que j'étais une extension irremplaçable de lui-même. Et pour une fille qui n'avait jamais considéré d'elle comme irremplaçable, cela semblait compenser tous les mauvais. J'ai appris depuis que ce genre de choses est courant. Je vais faire de mon mieux pour m'éduquer et changer la façon dont j'aborde les relations parce que je comprends maintenant que je suis aussi malade que George, bien que d'une manière différente. Et si je ne fais rien, je me retrouverai probablement avec un autre George quelque part sur la route. J'ai commandé les livres suivants et j'ai l'intention de les lire et de poursuivre la thérapie afin que cela ne m'arrive plus jamais. Pourquoi fait-il ça? Lindy Bruft, The Gift of Fear, Gavin de Becker, Save People, Dr Henry Cloud, Dr John Tones et The Science of Trust. John Monsieur Gottman audacieux. BNE Brown, ce ne sont que quelques-uns qui m'ont été suggérés par vous et mon thérapeute. Si vous avez d'autres suggestions qui vous ont aidé ou quelqu'un que vous connaissez dans une situation comme la mienne, faites-le moi savoir. Au cours des derniers jours, j'ai ressenti une énorme remontée d'une pure reconnaissance d'être en vie. Il y a encore beaucoup de choses avec lesquelles je dois faire face, mais j'ai beaucoup de soutien à l'avenir avec un défenseur des victimes. Mon université fournit des conseils juridiques gratuits, donc je pense que je vais aller bien. Mise à jour des sentiments de chien Buquet. Très bien, les gars. Vérifiez votre orthographe parce que toute cette merde se déroule dans l'album. Tu penses que je plaisante? Vous voyez si je plaisante. Je vous aime les gars et c'est vraiment comme ça ici pour moi en lisant vos réponses. Je viens de commencer à épargner les gens avec des votes en haut sans mensonge de 1000 merci parce que je suis vraiment reconnaissant de vos encouragements et de vos aimables paroles. Cela a fait ma vie. De plus, quelques personnes ont mentionné la possibilité de poison. Donc, je pensais que je vous ferais savoir que je vais au quai demain pour voir s'il y a une chance de cela. Mais je suis stable, je pense. Et il n'y a aucune preuve de dommage jusqu'à présent. Espérons que le truc du jus d'orange n'était qu'un jeu de puissance étrange et pas quelque chose de plus sinistre.